Voilà. Alors très bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on aborde un webinaire où on va vous parler d'un placement un petit peu spécial, une opportunité unique que vous avez chez Swissquote. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, ça s'apparente un petit peu à du private equity, chose qui n'est pas toujours possible et abordable. C'est très compliqué d'investir dans ce genre de placement. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir nos partenaires Stapleton, en la personne d'Andreas qui se présentera tout à l'heure, qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste le produit et puis la chance que ça permet finalement d'investir là-dessus. Voilà, donc avant de commencer, si jamais vous avez une session des questions, dans l'outil du webinaire. Si vous avez des questions pendant la présentation sur quoi que ce soit, on prendra 5 ou 10 minutes à la fin, on piochera quelques questions pour y répondre si jamais quelque chose n'est pas clair ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Si jamais il y a aussi un petit problème au niveau du son, de la présentation ou de l'image, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Comme ça, je jette un œil et puis on peut essayer de régler si jamais il y a un problème. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation, alors je me présente d'abord moi-même. Donc moi je suis Marco Pereira dos Santos. Je travaille chez Swissquote depuis maintenant plus de 6 ans, où j'ai d'abord effectué chez Swissquote une formation de 3 ans dans plus de 10 départements de la banque. Donc ça m'a permis d'avoir une connaissance générale du fonctionnement de la banque. J'ai ensuite rejoint notre Customer Care Center, où j'ai eu une première approche de la relation avec les clients. Ça m'a aussi permis d'apprendre à parfaire mes connaissances sur la plateforme afin d'aider aussi les clients. Et puis aujourd'hui, je travaille au sein du département de vente en tant que chargé de clientèle où je me spécialise un petit peu en l'acquisition de nouveaux clients et puis la relation avec les clients en particulier. J'anime aussi des webinaires qui sont destinés à informer les clients sur les possibilités de produits chez Swissquote. Donc il y a une offre de webinaires qui est assez variée. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On essaye de vous montrer le plus d'informations possible et de vous proposer un petit peu des sujets les plus variés possibles. Voilà. Pour aujourd'hui, alors j'ai juste un disclaimer qui s'affiche à l'écran maintenant. C'est juste pour vous prévenir que ce webinaire est fait purement à titre informatif. On est obligé un petit peu de le montrer pour que ce soit clair. Donc on va donner des exemples. On a évidemment un investissement en particulier en partenariat avec Stapleton qu'on va vous présenter. Voilà, c'est un webinaire qui est principalement fait à titre informatif, évidemment, et rien de ce qu'on va dire aujourd'hui ne constitue réellement un conseil en placement. C'est plus pour vous informer des possibilités que vous avez avec Swissquote, notamment d'une possibilité en particulier que vous avez avec ce partenariat entre Swissquote et Stapleton. En parlant de Stapleton, j'ai la chance d'accueillir la superstar du jour en la personne d'Andreas Ruhlmann. Andreas, merci d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est important pour nous d'avoir le spécialiste en la matière pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce produit. Donc, si tu peux rapidement te présenter, peut-être présenter aussi Stapleton, et puis voilà, on va y aller de l'avant. Moi, j'ai aussi quelques questions aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse la parole, et puis voilà. Merci Marco pour cette introduction et bienvenue à tous. J'espère que vous allez apprécier ce webinaire, autant éducatif que par rapport au produit. Voilà, tout d'abord à propos de moi. Alors moi, je viens vraiment du monde du brokerage avec une longue expérience de marché, actions, FX et dérivés. J'ai rejoint Stapleton il y a environ 2 ans et demi, que j'ai tout d'abord découvert en tant qu'investisseur, investisseur privé. Ce qui m'a réellement attiré sur ces marchés privés, c'est cette perspective de long terme. Effectivement, le marché privé, c'est un marché de conviction où on investit réellement sur le long terme, on s'engage et on est également, en règle générale, moins impacté par ce qu'on appelle le bruit du marché à court terme, entre guillemets. Et les entreprises elles-mêmes, les entreprises privées, peuvent également, ont l'avantage de pouvoir se consacrer davantage à leurs objectifs à long terme plutôt que sur les résultats trimestre par trimestre. Et c'est cette approche, on va dire, un peu moins émotionnelle et plus réfléchie qui m'a beaucoup séduit de ce segment. Et Stapleton est vraiment là, avec l'aide de Swissquote, pour faire découvrir cette classe d'actifs
un nombre grandissant de personnes et de permettre à plus en plus d'investisseurs d'y participer. Et j'espère qu'à travers ce webinaire, on va pouvoir vous apporter quelques détails qui pourraient vous encourager à faire le pas. Voilà, c'est ce qui est pour une brève présentation de nous. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Marco, s'il te Voilà, plaît. donc là, vous le verrez, alors je le précise, la présentation pour la suite sera principalement en anglais, mais voilà, comme j'ai dit, on a la chance d'avoir Andreas qui saura évidemment nous présenter les choses très, très clairement. Donc voilà, le slide est là pour que vous ayez un aperçu visuel, mais après, voilà, c'est Andreas qui va vous présenter tout ça. Donc je suis persuadé qu'il aura les mots pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et en quoi consiste ce produit en particulier. Donc là, vous avez l'agenda. Donc, Andreas, je te laisse présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis Ok. voilà. Voilà, alors n'hésite pas, Marco, de m'interrompre tout au long de la présentation. Si jamais il y a Évidemment. des choses qui ne sont pas claires, des fois, il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour moi, mais qui ne le sont pas forcément pour un outsider. Donc voilà, je ne vais pas énumérer chaque point qu'on va couvrir, mais en gros, l'objectif de ce webinaire, c'est de, vous présenter la classe d'actifs, mais plus particulièrement, on parle de venture capital. Et dans le venture capital, on va parler d'un segment bien spécifique qui est le late stage ou le growth stage, ou encore on appelle ça le pré-IPO. On ira un peu plus en détail après. Puis on va vous présenter donc le Stapleton Unicorn Index, qui est donc ce produit que Marco a nommé tout à l'heure, qui est un produit qu'on a créé en collaboration avec Swissquote et qui a pour but de vous permettre de participer à cette classe d'actifs en question. Mais vraiment, la question finale à répondre après ce webinaire, ça serait de savoir, enfin d'évaluer si oui ou non cette classe d'actifs et ce produit qu'on vous propose est adapté à votre profil d'investisseur ou à répondre tout simplement à vos attentes selon votre profil d'investisseur. Voilà. Alors moi, j'ai tout de suite une question qui me vient, je suis désolé de t'interrompre tout de suite, mais moi, en Oui. connaissant un petit peu les investissements pré-IPO et en sachant qu'ils sont relativement compliqués, donc c'est assez compliqué quand même d'entrer dans ce type d'investissement, qu'est-ce qui fait que de telles opportunités d'investissement pré-IPO, c'est un stade quand même assez avancé, qu'est-ce qui les rend possibles et accessibles pour des investisseurs ordinaires et est-ce que peut-être tu peux nous éclairer sur les produits d'investissement de portefeuille qui sont proposés par Stapleton et Swissquote justement dans le cadre de notre partenariat? Je pense qu'il y a plus d'informations dans les slides suivantes, donc je te laisse nous éclairer un petit peu. Voilà, je pense qu'on peut passer directement à la slide suivante et je vais un peu expliquer avant d'expliquer. Effectivement, tu le dis très justement, le marché privé est compliqué et il y a une certaine difficulté pour y participer avec clairement des points, on va dire entre guillemets négatifs ou des pain points, comme on dit, qu'on essaiera d'expliquer plus tard. Mais il y a aussi une évolution très importante, surtout sur la dernière décennie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça commence petit à petit on va dire, à apporter plus de clarté justement par rapport à ces investissements et plus d'accessibilité. Voilà, mais je ne vais pas spoil les prochains slides, hein, mais voilà, tu fais bien de le relever. Alors, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur ce qu'on appelle le venture capital, qu'il faut bien, on va dire, différencier du private equity, parce que private equity, typiquement, on aura plus tendance, c'est souvent apparenté au buyout, par exemple, où on va prendre une position majoritaire. Là, vraiment, on investit uniquement dans des sociétés, pour la plupart technologiques, des sociétés innovantes, qui lèvent des fonds. Il n'y a pas de leverage impliqué. On est simplement exposé au succès de la société ou non. Et on peut séparer, le venture capital est assez vaste, mais on peut séparer différentes étapes par stade d'investissement, on va dire, selon la maturité de l'entreprise. Donc, ça va vraiment du tout départ, l'éclosion de l'entreprise, où vraiment on est encore au niveau conceptuel et on crée un prototype ou un produit, mais sans vraiment commercialisation. Et là, on parle souvent de pre-seed
seed. Puis, au fur et à mesure, ça évolue. On a la série A, qu'on appelle aussi du early stage, série A, série B, enfin série A plutôt. Toujours sur la même slide, série A, où on commence, voilà, les entreprises commencent la commercialisation. Et série B, série C+, on appelle ça du late stage, où on va plus produire à grande échelle ou internationaliser un business qui marche avec des revenus déjà assez significatifs. Et enfin, il y a la dernière phase, et c'est cette phase sur laquelle on va se focaliser, enfin sur laquelle nous spécialisons Stapleton, s'appelle le Venture Growth ou Pre-IPO. Et souvent, on peut considérer que c'est, on va dire, la dernière phase avant une sortie. Donc, une sortie soit par introduction boursière, ce qui est souvent le cas pour des grosses entreprises, mais aussi par M&A, qui est aussi une possibilité. Alors, si, en termes de caractéristiques, c'est bien sûr, plus on entre tôt, plus les potentiels de gains sont importants, mais plus le risque est élevé. En théorie, voilà, dans du early stage, il y a 2 ou 3 sociétés sur 100 qui survivent, alors que dans du growth stage, c'est plutôt 80-90% des entreprises qui survivent. Donc, c'est pas exactement le même risque. Donc, moins risqué, mais aussi un horizon d'investissement plus court, même si ça reste du marché privé. Généralement, quand on investit, plus on investit tôt, plus c'est pour le long terme. Donc, on fait un minimum 10 ans et on est bloqué dans cet investissement. Donc, il n'y a pas de liquidité vraiment. Donc, voilà, c'est pas adapté à tout type d'investisseur. Et donc, si on peut dire que c'est un marché qui se rapproche parmi les différentes étapes, et si le venture growth ou le pre-IPO, c'est la dernière étape, donc c'est qui se rapproche le plus du marché coté, mais avec ces quelques petites différences, parce que, comme tu le disais, c'est comme des actions qui sont aujourd'hui plus difficiles d'accès. Donc, typiquement, on appelle ça une prime de liquidité, les valorisations sont plus faibles sur les sociétés non cotées. Également, c'est des titres qui ont tendance à avoir une croissance quand même encore très élevée, souvent 50% ou plus, minimum des revenus. Et certains secteurs d'innovation sont beaucoup plus représentés ou uniquement représentés sur le marché privé. C'est le cas en ce moment, par exemple, pour l'IA générative, où les sociétés pure play dans ce segment sont encore privées, soit OpenAI, Anthropic, Mistral, enfin, il y en a eu plusieurs. Voilà, donc ça c'est pour vraiment la classe d'actifs et nous sur celle sur laquelle nous on se focalise. Alors, je ne sais pas si tu avais des questions déjà là ou sinon on peut Non, passer alors après. je ne sais pas si tu en parles après, mais c'est simplement de... Bon là, on a un certain nombre d'exemples avec les sociétés choisies. Je pense que tu vas nous éclairer par la suite, sur voir un petit peu comment sont choisies ces sociétés, qu'est-ce qui est mis en place et comment, en quoi constitue finalement le produit que vous avez créé. C'est vrai que tu viens bien noter les noms en dessous, effectivement c'est des noms que la plupart des gens connaissent. Donc dans ce segment-là du venture growth, les entreprises sont souvent, on appelle ça des licornes. C'est des entreprises qui ont une valeur au minimum supérieure à 1 milliard de dollars. Et souvent, c'est des entreprises qui sont déjà relativement bien établies, avec des marques qui sont connues et souvent une empreinte internationale. Voilà, pour caractériser un peu le type d'entreprise. Et c'est pour ça que souvent, c'est des noms que la plupart des gens utilisent déjà aujourd'hui. Voilà, c'était pas le cas avant, mais j'expliquerai pourquoi. Mais voilà. Oui, très bien. Alors écoute, je pense qu'on peut passer à la Oui. suite ici. Voilà. Donc, ce qui s'est passé sur les dernières années, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur ce marché. Oui. En gros, comme je parlais des licornes tout à l'heure, une licorne, c'est une société qui est non cotée, qui est backée donc, par des investisseurs qui viennent du venture capital et qui vaut plus de 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1300, ce qui a augmenté de plus de 30 fois sur à peu près 10 ans. Donc, clairement, il y a eu une croissance exponentielle de ce nombre de sociétés. Et en dollars, ça représente 4700 milliards. Pour donner un ordre d'idée ce que ça représente, ça dépasse le Russell 2000, qui est l'indice des small cap américaines, et ça représente à peu près 15% du SP500 aujourd'hui. Donc, c'est devenu une classe d'actifs à part entière qui est
difficile à ignorer, un peu comme les cryptos. Si on compare l'évolution qu'il y a eu sur les 10 dernières années, aujourd'hui, ça devient, on commence à réfléchir, est-ce que ça a une place dans mon portefeuille en tant que classe d'actifs? Et aujourd'hui, c'est un peu le même scénario. On a une classe d'actifs qui n'est plus du tout la même qu'il y a 10 ans. Et la chose qui a pas mal évolué aussi, c'est le marché secondaire, qui est beaucoup plus actif, avec un volume beaucoup plus important qu'il y a 10 ans, par exemple. D'accord. Voilà. Ah oui, par rapport au marché secondaire, pour expliquer ce que c'est, en gros, le marché secondaire, c'est ce marché-là sur lequel nous, on intervient le plus. Mais le marché secondaire, c'est comme sur la bourse, il y a un marché primaire, un marché secondaire. Un marché primaire, c'est lorsqu'une entreprise lève des fonds aux différents stades qu'on a vus tout à l'heure, donc seed, série A, etc. Et c'est de l'argent frais avec de nouveaux investisseurs ou des investisseurs existants qui rajoutent des fonds dans l'entreprise, souvent pour initier la prochaine phase de croissance. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle un marché secondaire, et qui est simplement des actionnaires existants. Ça peut être des employés, des angel investors justement qui ont investi en pre-seed ou en seed, ou simplement des fonds VC qui vendent toute ou partie de leur position pour permettre de redistribuer des profits aux investisseurs du fonds, vont simplement vendre leurs actions sur ce marché secondaire et permettre à d'autres acteurs qui désirent entrer plus tard dans le cycle de vie de ces sociétés, de pouvoir participer au capital de ces entreprises. Donc ce marché secondaire, en gros, c'est exactement comme la bourse, sauf que ça se passe OTC au lieu que sur un échange centralisé. Voilà. Parfait. Très bien. Bon, alors, j'ai aussi une autre question qui me vient en tête. C'est tout simplement, comment est-ce que vous rendez ça possible finalement? Là, on a vu un certain nombre d'exemples de titres qui sont intégrés dans ce placement. Comment est-ce qu'on arrive ou comment est-ce que vous arrivez à investir là-dedans, sachant que c'est relativement compliqué? Et comment est-ce que vous permettez cela finalement? Donc voilà. Alors, si tu passes à la prochaine slide, ça va expliquer un Voilà. peu comment Bah, c'est c'est possible. parfait, ça tombe bien. Parce que tout est lié à la liquidité et justement à la liquidité qui a beaucoup grossi sur ce marché secondaire dont je te parlais. Parce que historiquement, si tu veux, les sociétés, elles restaient privées beaucoup moins longtemps. Voilà, là, tu as quelques exemples, par exemple Apple 4 ans, Cisco 6 ans, Amazon 3 ans, Netflix 5 ans. Aujourd'hui, les sociétés restent privées au minimum 10 ans, en moyenne 12 ans, et ça a plutôt tendance à se prolonger. Donc, ces sociétés sont beaucoup plus matures et elles restent privées malgré qu'elles soient beaucoup plus matures. Et imaginons, toi, tu es un employé de ces entreprises et tu veux cash in ou tu veux monétiser tes actions, tu veux les revendre, ou même si tu ne travailles plus là-bas, tu veux les revendre. Le seul moyen, c'est d'attendre. Avant, le moyen principal, c'était d'attendre une IPO ou d'attendre vraiment une sortie. Aujourd'hui, vu que les IPO se font beaucoup plus tard, il y a un marché qui s'est créé avec vraiment des besoins de liquidité différents qui font qu'il y a des transactions qui s'échangent, même des transactions de 200, 300 000, 500 000, 1 million, des petites transactions, mais beaucoup plus fréquentes. Donc, c'est plus juste des énormes transactions comme ce fut auparavant de plusieurs dizaines de millions, tout simplement parce que le marché a évolué, a changé, et qu'il y a des gens qui ont des besoins de liquidité et que ce marché a créé du volume sur ces titres-là. Et nous, en quelque sorte, on facilite cette liquidité en tant qu'acheteur parce qu'on permet justement à ces employés de monétiser leurs actions avant une sortie officielle comme une introduction en bourse. Voilà. Et donc ce marché, on l'a vu tout à l'heure, c'est un marché beaucoup plus gros, hein, presque 5 000 milliards, mais c'est aussi un marché qui crée de plus en plus de valeur, vu que ces sociétés, si on veut participer à cette croissance exponentielle, souvent ces sociétés technologiques, vu qu'elles restent privées pendant 10 ans, une fois qu'elles arrivent, une fois qu'elles sont cotées, comme Airbnb, pour vous donner un exemple, la hausse, sur le marché coté, on ne participe pas à toute cette hausse durant toute cette phase de croissance très importante. Et donc, pour pouvoir y participer, on est quasi obligé aujourd'hui d'investir pré-IPO et donc avant une introduction en bourse. Ouais. Alors attends, je vois qu'il y a juste un petit souci. J'ai apparemment la présentation qui est revenue en arrière. Alors attendez, je vais juste remettre ça en place, je crois. Ouais.
certain. Là, normalement, il y a un écran bleu chez tout le monde. Et puis là, voilà. Alors, on était ici. Celle-ci. Voilà, parfait. Alors, on va y retourner. Je m'excuse. Alors, s'il veut bien. Voilà, alors ça tombe bien, tout a disparu. Ça peut arriver, c'est les soucis du direct. Donc voilà, écoutez, on va le relancer simplement. Voilà, et puis je vais réavancer là où on était tout à l'heure. Alors, c'est pas celui-ci. Oui, ça va très bien. Voilà. Prochaine. Alors, je m'excuse Ça a encore une fois. uploadé. Ouais, alors attends, une petite erreur, voilà. Très bien, on va le relancer, hein. Écoutez, ça peut arriver. Normalement, je l'ai ici. Voilà, alors, parfait. Très bien. Voilà. Puis on en était à là. Voilà. Parfait. Je crois qu'on y est. S'il veut bien se remettre en grand, il veut plus. Parfait. Alors, Est-ce que peut-être tu essayes de mon côté? alors si tu arrives, toi, de ton côté, à partager la présentation, je pense que ça peut aller, oui. Alors, attendez. Je vais essayer. Tac. Voilà, je crois que ça a l'air de s'afficher. Parfait. Alors, Alors, désolé pour ce contretemps. c'est vraiment navré. C'est vrai que bon, normalement, on arrive à le remettre. Écoutez, je vais réessayer encore une fois. Voilà. Alors, Alors, voilà. Donc là, ici, encore une fois, on est là. Et puis là, alors si je passe à la suivante, il veut plus. Donc bon, très bien. c'est pas Alors grave. Alors, écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de sinon, moi de partager. parfait. Sinon, alors là, ça a Alors, l'air sharing, tac. Ensuite, on a, je vais mettre sur l'autre écran. Donc là, pour l'instant, vous voyez tous encore un écran bleu, donc ça va, on va le régler. Je suis désolé, ça prendra 2-3 petites minutes. Je vais essayer de mon côté également. Donc, Alors, je crois que tu me passes alors, les c'est canaux. possible. Là, je vais voir. Mais tout en haut à droite, change presenter. Est-ce que tu peux changer? Ah, c'est moi. Ah non, show my screen, ok. Par contre, je ne sais pas quel écran je vous montre. Pas le bon. Ouais, ça c'est pas bon. Juste un instant, on va changer ça. Ouais. Est-ce Alors là, je crois que ça a l'air de fonctionner. là, est-ce que tu vois le bon écran? Est-ce que tu vois la présentation? Alors moi, de mon côté, je la vois. Alors attends, je vais essayer de la partager aussi. Très bien. Oui, alors ça a l'air de fonctionner. Je te laisse simplement passer aux suivantes pour qu'on revienne là où on était tout à l'heure. Ah ouais, par contre, people can see, je ne vois pas ce que les gens voient, hein. Ah, mais j'imagine que c'est juste si tu me dis que c'est juste. Oui, oui, alors ça va. Là, les gens voient. J'ai la confirmation. Tout le monde voit la présentation? Ok, très bien. Alors parfait, tac. Alors ça c'est celle de ce matin. Mais bon, voilà, c'est la même. Ok, c'est bon, on est sur la bonne slide? Parfait. Ça a l'air de jouer comme ça, donc on peut y aller encore une fois. Désolé pour ce contretemps, c'est les soucis du direct, voilà. Voilà, Donc voilà, je pense on peut reprendre là où on était, Andreas. Merci beaucoup. pas de problème. Ok, alors oui, donc je disais c'est un marché qui a beaucoup grossi, qui a beaucoup évolué avec des sociétés qui restent privées plus longtemps, mais c'est pas uniquement un marché plus gros, c'est un marché qui crée plus de valeur.
parce que justement, une bonne partie de cette création de valeur se fait pendant que ces sociétés restent encore privées. Et on peut voir quelques exemples à droite, par exemple, de certaines sociétés, et la performance en orange qui est la performance pré-IPO, et en gris la performance post-IPO. Alors pour bien préciser cette performance, c'est pas la performance depuis la création de l'entreprise, sinon ça serait un peu faussé forcément parce qu'il y a énormément de sociétés depuis la création qui ont disparu, mais c'est vraiment la performance à partir du moment que ces sociétés-là ont fait partie du top 20. Quand je dis du top 20, ça veut dire parmi les 20 plus grosses licornes en termes de valorisation dans le monde. À partir du moment qu'elles ont intégré le top 20, elles ont continué, donc elles étaient déjà relativement matures et donc elles étaient considérées comme des pré-IPO ou des sociétés de growth, venture growth. Elles ont encore continué à très bien performer et c'est justement pour les raisons que j'énumérais tout à l'heure que c'est des sociétés qui continuent à avoir des croissances assez importantes, qui se focalisent sur des objectifs à long terme et souvent dans des segments technologiques disruptifs qui fait que la performance est intéressante, la création de valeur est intéressante. Et donc, c'est pour illustrer le fait qu'il y a un intérêt aujourd'hui également à participer, en tout cas, dans certaines sociétés technologiques avant qu'elles entament l'introduction en bourse. Voilà. Est-ce que tu avais une question là-dessus ou... Non, alors je pense que c'est suffisamment clair. C'est vrai que c'est bon, ça a pas mal, comme tu l'as dit, ça a pas mal changé depuis quelques années. Donc c'est vrai que ça reste une possibilité d'investissement qui est relativement intéressante. Bon, il y a déjà, je vois dans le chat déjà quelques questions par rapport aux risques ou les choses comme ça. Donc je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure. Évidemment, comme tout investissement que vous faites, peu importe lequel, vous aurez toujours un risque. Mais voilà, ça reste une possibilité d'investissement qui est relativement difficile d'accès. Donc là, comme tu l'as dit, voilà, c'est une vraie opportunité qui est créée justement par ces changements de marché où ces entreprises-là restent plus longtemps hors IPO, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement cotées en bourse, mais elles restent privées plus longtemps. Donc voilà. Voilà. Mais tu as tout à fait raison de le noter. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Ce sont des investissements qui sont risqués. Néanmoins, on peut, d'une certaine manière, mitiger ces risques. Alors, bien sûr, pas les éliminer. Et puis ça, on va pouvoir peut-être détailler ça un peu plus tard, ce sujet-là. Voilà. Ce graphique-là, c'est aussi pour illustrer. Tout simplement, ça, c'est un graphique qui retrace la performance des top 20, donc des 20 plus grandes licornes, comme je le disais tout à l'heure, comment elles ont évolué sur les 20 dernières années. On peut voir, enfin depuis 2015, donc on peut voir qu'il y a parmi ces 20 grosses sociétés, toujours au moins une ou deux sociétés qui font une introduction en bourse par année, voire plus. Alors bien sûr, récemment, 2022-2023, c'était un peu le néant, ce qui est logique parce qu'on avait quand même un marché très bullish pendant un certain temps et taux d'intérêt qui sont fortement montés, le sentiment a tourné. Et donc, il y a eu très peu d'IPO. Une seule IPO technologique, c'était fin 2023, réellement, qui faisait partie donc du top 20. Alors, il y en a eu d'autres, mais des plus petites. Et depuis le début de l'année, ça commence gentiment à se décanter, même si on est encore loin des niveaux de pré-pandémie. Néanmoins, l'accueil depuis le début de l'année pour les sociétés technologiques, l'accueil de la bourse pour ces sociétés est beaucoup meilleur qu'il ne l'était l'année passée. Souvent, ces sociétés cotent sur on va dire le haut du range, de l'objectif que les banques d'investissement fixent et ont tendance à bien performer également une fois qu'elles cotent sur la bourse. Donc clairement, quand même un changement notable, même si probablement une réouverture générale est plus attendue pour 2025 ou 2026. Je crois qu'on va passer à la prochaine slide. Ah oui, c'est moi qui les guide maintenant, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parlait à un moment donné de la difficulté d'investir. Et c'est vrai que le marché privé, aujourd'hui, c'est resté un peu
le terrain de jeu des investisseurs institutionnels, avec une certaine connaissance, un certain accès, un certain pouvoir d'investissement et un horizon d'investissement quand même différent d'une personne privée. Le marché, c'est indéniable, le marché est complexe. Il faut trouver les bonnes sociétés dans lesquelles investir, parce que c'est quand même des sociétés qui, pour la plupart, ont une forte croissance, certes, mais on parle de innovation en principe, qui sont en phase de croissance. Donc l'objectif, c'est vraiment de scale, hein, produire à l'échelle, et pas forcément la profitabilité. Donc il y a toujours une part de risque assez importante. Et aussi choisir le bon manager. Si on investit dans un fonds VC, par exemple, il y a énormément de managers différents. Les managers peuvent aussi bouger d'une société à l'autre. Donc, il y a ces difficultés, bien sûr, aussi. La difficulté d'accès, parce que si on simplement accéder au top tier VC, c'est très difficile, même si on a des capacités d'investissement très larges. C'est une question de réseau, c'est une question de, voilà, il faut, comment on dit, nurture, enfin, il faut vraiment tous les ans travailler ce réseau. Et une fois qu'on est accepté dans un fonds VC, notamment un fonds comme Sequoia, très réputé, on doit s'engager chaque année d'investir des montants très importants. Donc vraiment une difficulté d'accès aujourd'hui, des frais aussi très élevés. Donc en règle générale, c'est toujours minimum 2% de management fee, 20% de frais de performance, un peu comme un hedge fund, mais ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Et puis toutes les offres qu'on peut trouver aujourd'hui pour la clientèle privée, on va dire même high net worth, ça va généralement encore plus haut que ces frais-là, sans parler des fonds de fonds où il y a encore un layer supplémentaire un niveau supplémentaire de frais. Et puis finalement la liquidité. Un fonds VC, le terme d'investissement, on a ce qu'on appelle les 2-3 premières années où il n'y a aucun rendement, parce que c'est la phase d'investissement, on va chercher des entreprises intéressantes. Et alors c'est pour ça qu'on parle de hockey stick ou J-curve, où on a les 2-3 premières années des pertes qui sont liées aux frais. Et puis les premières distributions qui se font à partir de la 4e année. Donc généralement, vraiment, c'est minimum 10-12 ans. Et ça se prolonge de plus en plus parce que justement, les entreprises ont tendance à rester privées plus longtemps. Donc, investir pour 10 ans en plus, c'est pas pour monsieur tout le monde. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui rend ce marché très complexe. Très bien. Alors, oui, alors je te laisse finir et puis je poserai ma question après. Je vois que tu as encore autre chose à dire, donc je poserai ma question par la suite. Voilà. Non, c'était juste pour, on va dire, rebondir sur les difficultés de ce marché. C'est vraiment ces difficultés de ce marché qu'on essaie, nous, de trouver des solutions, on essaie d'adresser ce problème afin de simplifier l'accès à ces marchés, grâce notamment à des partenaires importants pour nous, comme Swissquote sur la distribution et Morningstar pour tout ce qui est de la recherche. Morningstar, je le rappelle, a acheté PitchBook et PitchBook est aujourd'hui le leader mondial en recherche sur les sociétés privées. Tu voulais me poser une question? Oui, non, alors là, je vois justement, sur la slide, donc les 20 compagnies, je pense il me semble pas qu'on en ait parlé jusqu'à maintenant, on a vu un petit peu l'évolution du marché. Donc si je comprends bien, ça serait les 20 sociétés qu'on voit là dans cet encadré qui sont constituées dans le produit, si je comprends bien. Alors, oui, avant de parler du produit, c'est vrai que ça annonce déjà ici, mais effectivement, l'objectif peut-être je peux montrer la prochaine slide, l'objectif, c'est de répliquer un peu les avantages de l'ETF, okay, et ça, c'est devenu possible justement grâce à un marché qui est de plus en plus liquide. Comme je disais, on peut sourcer des transactions plus petites, plus fréquemment. On a plus de données avec des data providers sur les cours, par exemple les cours de bourse, ce que ces actions valent vraiment en quasi temps réel, par des providers comme Morningstar et autres. Et donc l'objectif, c'est de se rapprocher, d'avoir un produit qui offre, un peu comme ETF, une exposition, on va dire, passive ou systématique, ce qui élimine justement la difficulté de sélection que j'énumérais tout à l'heure. Tout simplement, on investit dans la classe d'actifs sans chercher à sélectionner, mais on investit simplement sur les 20 plus grosses, comme on ferait pour le Nasdaq 100, sur les 100 plus grosses sociétés technologiques.
des frais qui sont aussi limités, ça on pourra préciser un peu plus tard, et une liquidité améliorée, parce que 10 ans, c'est pas quelque chose qui est, comme je le disais, c'est à la portée de tout le monde. Donc on sait qu'aujourd'hui, avec l'évolution du marché, c'est pas normal de devoir être bloqué encore pour 10 ans, parce qu'il y a un marché, il y a de la liquidité, il y a de la demande, et il y a des transactions qui se font régulièrement. Et d'où la naissance de ce Stapleton Unicorn Index, qui est donc le premier produit, on va dire, indiciel du marché privé. Et là, on détaille effectivement toutes les sociétés. Donc cet indice-là, c'est le Morningstar Unicorn Select 20, qui regroupe les 20 plus grosses licornes, donc des sociétés qui ont une valorisation de plus d'1 milliard, de façon equal weight, donc 5% dans chacune des sociétés. La société doit faire partie des pays développés, donc ça exclut les pays en voie de développement. Donc ça reste principalement US, Europe, un peu d'Australie et peut-être Canada, mais enfin voilà, Amérique du Nord bien sûr. Et ces 20 sociétés sont aussi régulièrement mises à jour, un peu dans la même logique qu'un ETF, où il y a un rebalancement qui se fait pour toujours s'assurer d'être exposé aux 20 sociétés les plus valorisées du marché privé, donc des sociétés non cotées. Donc ce rebalancement se fait généralement trimestriellement avec un nouveau constituant, par exemple, qui vient remplacer un autre constituant s'il y a une nouvelle entreprise, il y a une valorisation conséquente. Donc récemment, par exemple, il y a eu pas mal de sociétés AI qui ont intégré le top 20 parce qu'il y a eu justement des levées de fonds primaires, donc des nouvelles injections de fonds par des gros investisseurs, ce qui donne une idée de prix. Et c'est cette valorisation primaire que Morningstar utilise pour créer sa sélection des 20 plus gros titres. Et notre objectif à nous, c'est tout simplement de traquer au plus proche possible la performance de cet indice en investissant 5% du portefeuille dans chacune de ces sociétés. Avec un rebalancement continu, c'est un produit qui est ouvert, on peut investir. Il y a des souscriptions hebdomadaires, également des rachats hebdomadaires, car le cours de l'indice évolue chaque semaine en fonction justement des données du marché secondaire. Comme il y a des transactions qui se font sur la plupart de ces titres assez régulièrement, ça nous permet d'avoir une NAV qui est aussi proche que possible du prix réel du marché. Voilà, juste pour citer quelques exemples, mais je pense que voilà, c'est des noms que vous connaissez. Comme je disais, OpenAI par exemple, aujourd'hui elle est valorisée un peu plus. Là, c'est écrit 90 milliards, mais ça monte un petit peu. On est plutôt aux alentours de 105, 110. Voilà, quand je parlais de croissance exponentielle, les revenus ont une croissance de 1000% l'année passée. Récemment, des articles ont été publiés comme quoi ils avaient atteint 3,4 milliards de revenus, seulement 6 mois après avoir atteint les 2. Donc la croissance continue, avec pour objectif pour la fin de l'année, c'était 5 milliards, mais voilà, ils sont déjà largement en avance sur cet objectif. Sans compter qu'ils viennent de signer par exemple un deal assez important avec Apple qui va intégrer ChatGPT dans les prochains iOS. Revolut aussi, pareil, beaucoup souffert sur le marché secondaire, donc une grosse chute par rapport au pic de 2021, mais toujours une croissance qui continue très forte des revenus. Et les néobanques, assez étonnamment, contre toute attente et pas mal de presse négative, ont aujourd'hui des marges bénéficiaires à 2 chiffres grâce justement au taux d'intérêt qui monte et aussi à la diversification de leur modèle d'affaires qui n'est plus basé uniquement sur le taux de change comme ça a commencé, et aujourd'hui elles sont beaucoup plus diversifiées. Elles offrent aussi du trading d'actions, crypto, etc., des comptes business et
typiquement, un Revolut aujourd'hui cote entre 5 et 8 fois le revenu, comparé à d'autres fintech dans le même segment qui sont plus proches des 10 à 15 fois le revenu. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait déjà une question sur avant ou on continue. Non, alors justement, bah, je vois que tu le montres dans la slide. Justement, bah, je vois aussi les questions qui apparaissent au fur et à mesure par rapport au risque. Et puis c'est vrai que je me disais rien de mieux quand on parle de risque que de comparer ça un petit peu aux titres privés, hein, aux choses qui se font un peu plus fréquemment, c'est-à-dire voilà, les titres. Si on compare ça aussi un petit peu au marché Nasdaq, qui est le marché de la tech US, des sociétés publiques. Donc je pense que comparer les deux est une bonne idée, mais bon, le slide est là, donc ça tombe bien. Donc si tu peux nous en parler un petit peu plus entre la performance de ces sociétés privées qui ne sont pas encore cotées et puis les sociétés qui sont déjà cotées, que les gens traitent, on va dire entre guillemets, plus régulièrement. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'en termes d'attente, historiquement, alors on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 2015 parce que comme je disais que c'était un marché qui était très différent, beaucoup plus opaque, avec pas forcément un marché secondaire très actif et donc des données sur les prix qui étaient plus difficiles à obtenir. Mais à partir de 2015, l'indice, si on investissait tout simplement dans les 20 plus grandes sociétés, donc ça c'est bien sûr c'est la performance en backtest, mais net des frais de notre produit à nous. On aurait fait à peu près du 4 fois depuis 2015, ce qui est plutôt pas mal et ce qui superforme. Alors l'indice qui est en dessous, c'est pas le Nasdaq, c'est l'équivalent du MSCI World qui a moins bien performé quand même. Oui. Mais néanmoins, c'est assez conséquent comme performance pour une stratégie systématique et justement grâce à des frais qui sont aussi plus raisonnables. Ce genre de performance, 4 fois sur 10 ans, ça surperforme beaucoup de gestionnaires de fonds VC et également le marché privé pour la plupart des bourses internationales. Autre facteur, c'est que on est quand même dans une configuration assez particulière. C'est que aujourd'hui, on a eu un top majeur il n'y a pas si longtemps. Et encore énormément de sociétés sont valorisées à une forte baisse par rapport au pic de 2021, autant en termes de cours, cours de l'action, mais aussi en termes de... Parce que une bonne partie des sociétés ont continué à croître même en 2022 et 2023, mais les prix ont chuté. Donc en termes de multiples de valorisation, price, revenu, EV revenu, EV EBITDA par exemple, les valorisations ont fortement chuté. Donc, en termes de timing, on est quand même dans une configuration où on investit après un top majeur, ce qui limite aussi un peu le risque de chute potentiel, vu qu'on investit déjà dans un marché, entre guillemets, bearish, qui n'a pas encore rebondi, comme c'est le cas sur le Nasdaq, parce que le Nasdaq, déjà, c'est très concentré dans quelques titres. Et pas seulement, en règle générale, le marché privé a un délai sur le marché coté, parce que c'est un marché qui est tout simplement plus long terme, moins liquide. Donc, il ne va pas réagir immédiatement aux différentes évolutions macroéconomiques, taux d'intérêt, etc. Ça prend un certain temps pour réagir. Et aussi, comme les transactions prennent plus de temps aussi à clôturer, et donc le mécanisme de price discovery, si on veut, en tout cas, est beaucoup plus lent sur le marché privé que sur le marché coté. Donc, il y a même une opportunité, et là, je crois qu'on le montre sur le prochain slide, mais je ne suis pas sûr. Ouais, il y a une opportunité qui il devrait y avoir une convergence si on a un marché de l'IPO qui est porteur d'une convergence de performance par rapport justement au marché coté pour ces sociétés non cotées qui souvent sont bien moins chères que leurs concurrents qui sont cotés en bourse. Et
cette convergence, oui, historiquement, elle a lieu. Donc, généralement, il y a toujours un délai de 6 à 9 mois. Alors, bien sûr, le Nasdaq peut rechuter entre-temps. Néanmoins, si on regarde un peu plusieurs indicateurs, notamment de PitchBook, on a un marché quand même qui en tout cas qui se porte beaucoup mieux, un marché des IPO, avec de plus en plus d'entreprises qui entreprennent les démarches pour justement, avec les régulateurs, avec les banques d'investissement pour entamer une possible introduction en bourse. Et il y a aussi un vivier d'entreprises record, selon PitchBook justement, de licornes records qui sont préparées à faire une cotation, une entrée en bourse, mais qui attendent que plus de visibilité sur les taux d'intérêt notamment et également la conjoncture économique, même si la conjoncture économique aujourd'hui est beaucoup plus favorable. C'est pour ça qu'on commence à voir du mouvement. Voilà. Et donc cet instrument est un peu une façon de simplifier et efficace de participer tout simplement au marché des pré-IPO et éventuellement, en plus, en termes de timing, profiter d'une normalisation du marché des IPO qui était très anormal ces 2 dernières années, avec un quasi gel total. Donc, d'une normalisation du marché des IPO sur les 2 prochaines années à peu près. Voilà. Et puis, je crois qu'on arrive au dernier slide, si je ne me trompe pas. Je crois que ça doit être ça. Donc là, il y a un dernier slide où on vous emmène sur le site pour ceux que ça intéresse, pour voir l'offre qui est actuellement en cours. Je ne sais pas si tu as encore une slide après. Non, alors ça, c'était juste pour vraiment brièvement énumérer pourquoi Stapleton, parce qu'effectivement, le marché a beaucoup évolué, mais il y a de plus en plus d'acteurs aussi. On n'est pas seul sur ce marché. Là où peut-être on se différencie, c'est que, alors on est les premiers à avoir lancé un indice, en tout cas en Suisse, c'est sûr, mais même au niveau mondial, un indice sur le marché privé. On est une société qui est basée en Suisse, régulée FINMA, avec des produits souvent avec des indices suisses. Donc tout ça, ce côté local peut être intéressant, et on travaille avec des partenaires suisses également, comme Swissquote, et avec des partenaires solides aussi, Morningstar. Voilà, ce qui fait qu'on a historiquement, depuis notre création en 2018, on a fait à peu près 70-75 transactions, et on en fait de plus en plus, et on remarque vraiment un appétit en tout cas pour cette classe d'actifs. Très bien. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Comme tu disais, il y a ce lien. Oui, alors normalement il est pas cliquable, donc on le laisse afficher quelques secondes. Je pense qu'il est assez simple à retenir. Mais bon, voilà, simplement swissquote.com/licorns. Voilà, comme vous le voyez là, on bénéficie actuellement d'une offre flat fee à $9 de frais jusqu'au 30 juin. Donc pour ceux que ça intéresse, vous trouverez plus d'informations sur ce lien. Et puis évidemment, on reste toujours disponible, que ce soit par téléphone, par écrit. Donc voilà, il y a toujours une possibilité de nous contacter si besoin. Si ça va pour toi, Andreas, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Évidemment, en tout cas, je te remercie déjà pour ta présentation. Je pense que le produit est très clair. J'insiste encore une fois sur la chance qu'on a d'avoir ce produit. Comme l'a dit Andreas, c'est vraiment une première, en tout cas au niveau suisse, et vraiment mondial aussi. En tout cas, à mon avis, je n'avais pas encore vu de produit de ce type, et d'avoir une facilité d'investissement comme ça sur des sociétés privées, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé. En tout cas, très, très souvent, c'est quelque chose auquel on a difficilement accès. Donc là, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ce produit basé sur un indice créé par Morningstar, qui est aussi une société qui est relativement fiable. Comme l'a dit Andreas, voilà, on reste aussi local avec ce partenariat entre Swissquote et Stapleton. Donc on a aussi une sécurité d'investissement dans ce produit-là. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, Andreas, si ça te convient, je vais piocher quelques questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'y répondre à toutes. Mais voilà, il y a quelques questions ici.
Voilà, si j'en prends certaines. Bon, on a Carolina qui nous demande, donc les investissements sont en titres avec une valeur X pour chaque titre. Il me semble que tu as dû en parler ou tu as parlé d'une répartition de 5% dans dans les 20 titres. Donc si tu peux juste préciser, il me semble que c'était bien ça, hein. Oui, alors effectivement, l'objectif c'est d'avoir un indice où il n'y a pas une surpondération dans une ou deux sociétés, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur de cet indice, il y a notamment SpaceX qui est aujourd'hui valorisé à presque 200 milliards, alors que la moyenne est plus aux alentours des 10 milliards, ce qui reste assez gros, hein. Si on considère la bourse en général, 10 milliards, c'est pas petit pour une société. Mais il y aurait une position disproportionnée par rapport à SpaceX. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche possible de ces 5%. Bien sûr, il y a un tracking error parce que voilà, c'est pas aussi simple que cliquer sur un bouton pour obtenir les titres. Il y a quand même un processus, même si nous sommes en relation avec voilà, un nombre important de contreparties pour ces sociétés-là ou même directement dans le capital de ces sociétés. Sur à peu près 13 des 20 sociétés, on est sur le capital directement des sociétés. Donc, on a les liens qu'il faut pour Bien pouvoir sûr. augmenter une position assez régulièrement. Et aussi, on a un modèle de mark-to-market qui va justement pricer ce prix, le cours, enfin la NAV de notre indice de façon hebdomadaire afin d'avoir vraiment un prix qui est fair autant pour les acheteurs, les nouveaux acheteurs ou les vendeurs qui désireraient revendre. Et toujours sur la base d'un modèle où on va agréger des données sur les transactions du marché secondaire qui sont aujourd'hui très fréquentes, en tout cas beaucoup plus fréquentes qu'elles étaient auparavant et continuent avec des volumes de plus en plus importants et des données aussi de plus en plus accessibles. Très bien. Parfait. Je te remercie pour ces précisions, Andreas. Alors là, j'ai une autre question. Il y en a eu pas mal par rapport au risque du produit, des choses comme ça. Donc là, bon, on a Jonathan qui nous demande qu'en est-il du risque légal, car beaucoup de ces transactions privées se font sur la base de contrats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, préciser peut-être à nouveau comment est-ce que Stapleton s'y prend finalement pour aller investir dans ces sociétés et puis voilà, préciser un petit peu tout ça. Oui, c'est sûr que il y a différentes manières d'accéder au capital d'une société, soit par des options, soit par des contrats, effectivement, comme on appelle ça des forward contracts. C'est une promesse que au moment de l'introduction en bourse, l'employé transfère les actions, ce qui est effectivement un practice qui se fait, mais que nous, on ne fait absolument pas, qu'on évite complètement. Donc, on va soit acheter les actions en direct, donc où on est directement sur la table de capitalisation des entreprises, ou alors on va passer par un partenaire qui est, on appelle ça un GP, un General Partner, c'est un fonds qui est lui directement sur la cap table. Et en gros, nous, on a des parts d'un véhicule qui détient ces actions. Et ces parts-là sont facilement reconnues sur le marché secondaire et il y a du volume important sur ces parts parce que elles sont presque aussi directes qu'être sur la cap table, même beaucoup plus simple pour transférer d'un actionnaire à un autre. Voilà. Et souvent, c'est également ce qui est intéressant, on parle de single air, je voulais pas aller trop spécifique, mais en gros, on peut être, quand on dit single layer, ça veut dire on a des parts d'un véhicule financier qui est d'un fonds qui est lui directement sur la cap table. Donc il y a un seul niveau entre nous et la cap table. Et donc nous, on va soit être directement sur la cap table ou au maximum, on va investir à un niveau entre nous et la cap table. Le moyen niveau, le plus c'est liquide, le plus on peut vendre aussi, revendre les actions à une prime. Et pourquoi on utilise des SPV aujourd'hui? Parce que tout simplement, ça facilite le processus, c'est beaucoup plus rapide. Généralement, si on veut entrer sur une cap table, il faut aussi être autorisé par les sociétés comme en tant que nouvel investisseur. Souvent, des investisseurs actuels ne veulent pas que les entreprises sachent
qu'ils revendent des titres, par exemple. Mhm. Et il y a aussi ce qu'on appelle the right of first refusal, c'est-à-dire, moi, si je trouve un employé qui veut me vendre des actions, l'entreprise a le droit de les acheter, a la priorité sur ces actions, s'il veut, au même terme, bien sûr, s'il veut les acheter pour lui-même. Donc, c'est arrivé assez souvent sur les 2 dernières années parce que les cours de bourse ont beaucoup chuté et les employés étaient prêts à vendre ou les vendeurs étaient prêts à vendre des cours en forte décote. Et souvent, les entreprises ont décidé de racheter les titres au lieu de créer un transfert d'actionnaires. Très Voilà. bien. Donc, le SPV, ça permet de ne pas avoir à passer par ce processus. Mhm. Voilà. Mais c'est clair qu'il y a un due diligence qui doit être fait. On est 25 personnes aujourd'hui. On a toute une équipe qui fait que ça. Près de 5 personnes qui s'occupent vraiment de due diligence par rapport à chacune des transactions. Et il y a énormément de documents légaux à regarder. C'est pour ça que c'est encore beaucoup des transactions manuelles qui prennent du temps et un certain coût, bien sûr. Mais ça s'automatise et ça s'institutionnalise de plus en plus, même si on n'est pas encore tout à fait là où on aimerait être. Ouais. Ouais, j'imagine. Euh, non, alors merci encore une fois Andreas pour les clarifications apportées ici. Voilà, il y a encore d'autres questions, je vais peut-être en prendre encore une ou deux. On avait une autre question de Loïc qui nous demande si ce fonds sera disponible uniquement sur Swissquote ou sera-t-il disponible sur You. Alors ça peut-être que je peux rapidement répondre, mais donc pour l'instant, alors c'est prévu uniquement chez Swissquote. Chez You, c'est pas prévu, peut-être que ça le sera par la suite. En tout cas, voilà, le partenariat à l'heure actuelle, il est vraiment entre Stapleton et Swissquote. Mais voilà, sur You, c'est vrai que c'est un petit peu encore différent. Voilà, Swissquote vous permet de faire des investissements dans des produits qui sont assez rarement disponibles. Alors évidemment, vous avez toutes les choses basiques que peut offrir la bourse. Mais voilà, cet investissement-là, par exemple, vous permet aussi un petit peu de faire des investissements pardon, qui ne sont pas forcément disponibles partout. Donc là, c'est vraiment une chance et une opportunité unique avec cet investissement-là qui n'est pas, effectivement pas disponible chez You. Donc voilà. Voilà, pour une dernière question, on avait aussi Bernard qui nous demandait alors comment investir à travers Swissquote dans de petites sociétés suisses comme Sandre Métaux, Weiss et Appetito, WWZ, SSE, etc. Alors voilà, encore une fois, bon, je ne sais pas si Andreas, tu as quelque chose à dire, mais pour parler un petit peu du type de produit dont il s'agit, là c'est effectivement des sociétés privées non cotées, et à l'heure actuelle, c'est pas du tout possible d'investir dans ce type de société au travers de la plateforme Swissquote. C'est d'ailleurs rarement possible en passant par une banque directement. Donc encore une fois, j'insiste sur l'opportunité et la chance qu'offre cet investissement avec Stapleton parce que, encore une fois, les investissements dans des sociétés privées non cotées sont assez complexes. C'était relativement réservé à la clientèle institutionnelle où il fallait un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir entrer dans ce type d'investissement. Donc voilà, pour répondre à la question, ce type d'investissement-là sur des petites sociétés suisses sont pas disponibles du tout à travers de Swissquote. Peut-être que ça le sera un jour au vu du développement de ce type d'investissement. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas du tout possible. Alors, je Voilà, peux donc peut-être Andreas, rajouter quelque chose sur oui, le risque, parce qu'il y a des questions bien sur sûr, les garanties ou le risque des c'est investissements. clair. Alors, bien sûr, c'est considéré des investissements quand même relativement risqués, parce que c'est des sociétés qui sont en phase de croissance. Donc, pour la plupart, elles ne sont pas forcément profitables, même si certaines le sont. On est bien sûr à une étape quand même des sociétés assez matures, donc le risque on va dire, de failure ou de faillite des sociétés est assez rare à ce stade-là. Mais néanmoins, voilà, par rapport à la question pour investir dans des sociétés suisses comme des petites sociétés, là, surtout si on parle d'un portefeuille qui n'est pas diversifié, dans du early stage, c'est extrêmement risqué. Early stage, généralement, on a tendance à investir dans beaucoup d'entreprises, mais vraiment beaucoup, on parle plusieurs centaines, pour justement minimiser ce risque unique parce que voilà, le risque de failure est très élevé le plus tôt on entre. Voilà.
Très bien. Voilà, et ce qui est intéressant avec notre produit, c'est que c'est un produit qui est diversifié d'une manière en lui-même. Vous n'essayez pas vous-même de faire du stock picking dans ce segment qui est quand même assez difficile notamment en termes d'informations qui sont disponibles, mais aussi souvent des technologies d'innovation. C'est difficile à savoir où est-ce qu'on sera dans 5-10 ans. D'où l'intérêt d'avoir un produit indiciel qui simplement permet de participer à la classe d'actifs. Et du coup, minimise énormément le risque. Bien sûr. Tout à fait. Non, alors, écoute, j'ai une dernière question qui est arrivée, et c'est vrai que bon, ça peut être une question importante. On a Valéria qui nous demande pour combien de temps serons-nous bloqués sur cet investissement. T'en as parlé au départ, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des choses pour des types d'investissements pour lesquels on reste bloqué relativement longtemps, hein, des fois plusieurs années. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet investissement avec Stapleton? Est-ce qu'on peut revendre relativement rapidement? Est-ce qu'on est effectivement bloqué plusieurs années? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est pas un produit de trading, on est d'accord, parce que c'est pas fait pour ça. Comme je le disais, le marché privé, c'est un marché de conviction. Mais en gros, nous, justement, ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir un juste milieu, quelque chose qui est entre un marché coté et entre le VC traditionnel qui est de 10 ans ou plus, clairement pas à la portée de tout le monde. Et on a lancé le produit en juin 2023, donc il y a une année. Et les investisseurs qui investissaient dans cette première année étaient bloqués sur cette première année. Mais on a dépassé le premier anniversaire du produit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de règle. On peut vendre chaque semaine et faire des rachats sur ces positions de façon hebdomadaire. Et donc il n'y a pas vraiment de restriction, tout en sachant que ça ne sera pas. Alors aujourd'hui, je crois on a lancé le produit à 100, je crois qu'on est à peu près à 105 aujourd'hui. Alors bien sûr, pendant 6 mois, il y a eu la phase de construction du portefeuille qui a pris un certain temps. Aujourd'hui, le portefeuille est plutôt bien construit et bouge plus, mais il ne bougera pas aussi rapidement que la bourse cotée. Donc, encore une fois, ce n'est pas un produit de trading. On va essayer d'acheter et vendre la semaine d'après parce qu'il y a quand même un frais d'entrée. Et ce frais d'entrée, il est bon. Je vous invite à regarder sur Internet, mais l'objectif, je dirais, pour vraiment bénéficier et d'avoir des rendements intéressants, je pense que typiquement l'horizon d'investissement qu'on va viser, c'est 1 à 3 ans, voire 5 ans, ce qui est plus ou moins le terme d'une pré-IPO. Ça varie entre 1 à 5 ans. Donc la plupart des titres dans lesquels vous investissez aujourd'hui, même si elles seront remplacées au moment d'une IPO, auront fait une introduction d'ici 5 ans au maximum. Voilà. Très bien, parfait. Voilà. Merci encore une fois, Andreas, pour ces précisions. Donc, comme l'a dit Andreas, c'est un produit qui reste relativement liquide, hein. Donc, si vous investissez dans ce produit, vous n'êtes pas bloqué pendant un certain temps, vos fonds ne sont pas bloqués directement. Vous pouvez relativement simplement disposer de vos fonds. Comme l'a dit Andreas, on a une liquidité qui est hebdomadaire, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc les fonds ne sont pas bloqués pendant plusieurs années, comme ça peut être le cas. Après, évidemment, que pour pouvoir bénéficier finalement de ce produit, la durée idéale d'investissement, comme l'a dit Andreas, c'est autour des 1 à 5 ans, plus ou moins. Donc voilà. Donc on arrive au bout de ce webinaire. Andreas, je te remercie énormément pour ta présentation aujourd'hui. Je pense que tu as très bien expliqué, tout était relativement clair. Donc c'est une belle entrée en matière pour ce produit. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore une fois. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. On a eu relativement beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes. Si vous avez toujours des questions par la suite, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On peut essayer de vous aider. Vous aviez le site internet qui est toujours affiché à l'écran où vous trouvez de toute manière un peu plus d'informations sur le produit Unicorn. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site internet. Donc voilà, merci encore à tous. Merci à toi Andreas et puis à bientôt pour de nouveaux sujets de webinaire. Voilà, une bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Marco.